Voilà, c'est parti pour le premier podcast, le premier épisode du podcast de Gommette. Et voilà, le mot est lâché, Gommette. Mot puissant, mot important. On y reviendra. Bon, alors, pour vous donner un petit peu de contexte, Gommette, c'est né d'où? Ou plutôt d'abord, qui sommes-nous en fait? Enfin, on a plein de questions à adresser sur ce premier podcast pour introduire un petit peu le contexte de ce qu'on va faire. Par quoi on commence, Thibaut? Peut-être que tu peux commencer par te présenter toi, s'il te plaît. Du coup, moi, c'est Quentin. Et voilà, et je suis ravi de faire ce premier épisode avec toi, Thibaut. Pareil. Écoute, j'espère que ça va être bien. Comment m'introduire moi? C'est un enfer. Je sais. C'est qu'on fait une pause. Pas de pause, on a dit pas de pause. On avait dit pas de pause. Allez, on a dit pas de pause. Moi, je vais Ok. t'introduire alors. Ok, introduis-moi. Ok. Donc toi, tu es la première personne avec qui j'ai fait un sprint. Un vrai sprint, on va dire. Puisque peut-être une des personnes qu'on va rencontrer, je pense qu'il a hacké le sprint pour moi, mais je reviendrai dessus. Donc tu es la première personne avec qui j'ai fait un sprint. On a découvert ensemble la méthode. Donc c'était le sprint de 5 jours imaginé par Jacques Knapp. Et on s'est régalé, enfin on s'est fait peur, on a vécu plein de trucs. Et moi j'ai l'impression que c'est peut-être un peu un... Tu sais, le premier sprint c'est quelque chose d'assez marquant, donc j'imagine qu'on y reviendra. Et je vais te laisser peut-être présenter la suite de ton parcours. En tout cas pour moi tu es cette personne, tu es la première fois. C'est beau ce que tu dis. Je sais, j'ai tout donné. Non, c'est vrai, mais ça vient un peu de là finalement, parce qu'on a commencé l'histoire du sprint ensemble. On était un petit peu dans ces moments de torpeur tous les deux. Et non, l'histoire du design sprint, pour nous, ça a commencé effectivement à ce moment-là où on a eu le petit bouquin bleu. À l'époque, il n'y avait pas encore toute la littérature qui existe aujourd'hui sur le net. Il n'y avait pas encore toutes les vidéos incroyables qu'ont sorti AG Smart sur le sujet. Toute la littérature même qu'a sorti Google Venture sur le sujet. On avait juste le petit bouquin bleu. On l'a lu, on s'est dit, bon, allez, potentiellement ça peut marcher. On a eu un client auquel on a proposé une démarche de design thinking un peu classique qui nous a dit les gars c'est trop long, trop cher, bref le scénario un petit peu classique. Et finalement on s'est dit bon, c'est peut-être le moment de le proposer. On l'a proposé, ça a été accepté, il a fallu se lancer et du coup on s'est lancé un petit peu tous les deux sur cette aventure. Et si je me souviens bien, je crois que le 4e jour, juste à la fin de la journée de prototypage, il était à peu près 4 ou 5 heures du matin, je crois, quelque chose comme ça. Après avoir mangé un bon japonais pour enchaîner 2 heures plus tard sur les tests utilisateurs. Et depuis ce moment-là, finalement, il s'est passé 3 ans, quelque chose comme ça. À peu près 3 ans, je pense. 2 ans, 2 ans et demi, je ne sais plus exactement. Et entre-temps, on a quand même vécu pas mal d'aventures ensemble ou tout seul. Puisqu'à l'époque, on travaillait ensemble, maintenant, c'est plus le cas. Et en fait est venue cette idée à un moment donné où effectivement j'ai décroché mon téléphone, je t'ai appelé et je t'ai dit écoute, là on arrive à un tournant, on arrive sur début 2020 et il est en train de se passer quelque chose dans le monde et quelque chose en France particulièrement autour du design sprint et je pense qu'on pourrait faire quelque chose de sympa. Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait peut-être lancer un podcast autour du design sprint, inviter des gens à nous parler un petit peu de leur expérience, de la façon dont eux ont vécu l'arrivée du design sprint dans leur méthodologie, dans leur process, dans leur façon d'aborder les sujets, dans leur façon de travailler le design. Et voilà, je crois que c'est un peu né comme ça finalement. Et c'est cool. Quand tu m'as proposé ça, du coup, à l'idée, ce qui me paraissait important et intéressant, c'était de venir un peu prendre différents points de vue sur le sprint. Alors, on a d'abord parlé des gens qui les animaient, des gens qui les faisaient, ce qui est hyper intéressant. Mais après, il y a toujours ce côté, on parle entre nous et les gens savent déjà la méthode, ils découvrent pas forcément des choses, on n'apprend rien en fait, on a juste envie d'en parler. Et il y avait le côté des rôles un peu plus annexes, mais qui finalement quand on fait les design sprints deviennent hyper importants, qui sont hyper intéressants, comme les gens qui ont réussi à convaincre un client de faire un sprint, les gens qui vont aider à son organisation, les product owners qui vont y participer, enfin tous ces points de vue, tous ces rôles-là, j'espère que c'est des gens qu'on pourra arriver à entendre dans ce podcast parce que c'est des points de vue qui m'intéressent. Je pense qu'il y a forcément ce moment où tu te lances, ton premier sprint, peut-être arriver à décomplexer certaines personnes, se dire que c'est possible de se lancer, que ça a fait peur à tout le monde la première fois, on va dire. Voilà, c'est des sujets comme ça que j'ai envie d'aborder, qui m'intéressent. Et après, bien sûr, dans le cadre de la pratique du design sprint et de son animation, tous les sujets qu'on se pose à chaque fois, qu'est-ce que je vais changer dans la méthode, qu'est-ce qui ne va pas. Et je pense que ça nous amène peut-être un peu aussi au sujet du moment où on voit émerger cette tendance qui a été annoncée. Je ne sais plus qui a fait l'article.
Robert Scrobb. Robert Scrobb, Dallas Design Sprint. Voilà, Dallas Design Sprint qui disait que l'année 2020, ça allait être un peu les sprints thématiques. Je pense qu'il a raison. Pauline Thomas qui faisait son article sur Sprint Stories, là où elle a montré sa méthode, et moi quand je l'ai découvert, je me suis dit, en fait, quand j'ai lu la première fois, j'ai fait, mais en fait, c'est même pas c'est pas la méthode sprint que moi j'utilise et que je connais. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est de dire qu'en fait, ok, maintenant, les gens sont appropriés le truc, ils changent, ils hackent la méthode à l'infini, on va dire. Et je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir entendre un peu qu'est-ce qui les a amenés à faire ça, pourquoi ils l'ont fait, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce qu'ils continuent à changer la méthode. Une fois j'imagine qu'à partir du moment où les gens ils ont exprimé une fois leur méthode, qu'ils l'ont annoncé au grand public, est-ce qu'ils se disent ok, c'est la bonne, j'y touche plus, ou est-ce qu'ils sont toujours dans une approche de dire vas-y, je vais la changer, je vais la modifier. C'est plein de questions que moi j'ai envie d'aborder et qui m'intéressent. Oui, alors je crois que tu as raison. Pour remettre un peu de contexte, Pauline Thomas, c'est effectivement la personne qui a fondé le laptop à Paris, pour ceux qui connaissent, qui est une des personnes, je pense, un petit peu emblématique, autour de laquelle comment converge pas mal d'actions, pas mal de choses autour du design sprint et du design de façon générale. Moi je te rejoins complètement, c'est-à-dire qu'on arrivait à un moment effectivement contextuellement où, que ce soit à l'international et en France aussi, il y a une émulation autour du design sprint qui est absolument incroyable. Nous on a vu au début aussi, on a été aussi les témoins de ça, hein, c'est-à-dire qu'on a été aussi au départ convaincus d'une façon ou d'une autre par la méthodologie, convaincus par le fait que ça allait pouvoir apporter des résultats qui pouvaient être absolument spectaculaires. Mais il fallait encore convaincre les gens qui allaient nous permettre de le faire dans des contextes qui pouvaient être suffisamment challengeants et apporter des résultats intéressants. Et maintenant, c'est quelque chose qui est plus si difficile à faire que ça. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai, et c'est justement ce qu'on va explorer à travers les interviews qu'on va mener avec des gens, comme tu l'as dit, qui sont dans différents contextes, qui vivent le design sprint de différentes façons, par différents angles, que ce soit des facilitateurs, que ce soit des designers, des product owners, des product managers, des gens qui sont chez le client, qui ont la charge de la réalisation et de l'implémentation, du développement, de l'évolution d'un produit. Je pense que les perspectives sur le design sprint sont vraiment très très variées, et c'est ce qu'on va tenter d'explorer. Et voilà, et je pense que tout ça est en train de raconter une histoire globale hyper cohérente, où il y a des initiatives à droite à gauche qui commencent à faire sens, où les gens commencent à partager, parce qu'effectivement c'était mon propos de départ. Il y a une communauté très ouverte, avec beaucoup de contenu, comme je le disais au début, du contenu vidéo, des articles, ça sort tout le temps. Dès qu'il y a une personne qui se pose une question sur tiens, on pourrait faire une hybridation méthodologique entre telle et telle chose, et ça pourrait renforcer le process de telle ou telle façon, ou mieux l'adapter à tel contexte. Finalement, il y a plein de choses qui se passent partout. Et effectivement, la raison pour laquelle je suis aussi venu te voir, c'est que je me suis dit, il y a quelque chose à capter, il est en train de se passer quelque chose autour de ça. Et le podcast, c'est peut-être une bonne façon de le faire, une façon vivante de le faire, où on ne se met pas trop la pression, où on va interviewer des gens qui sont en train de le faire, qui se posent des questions, qui sont dans le jus, qui se posent des questions mais qui font aussi, et avec lesquels on va pouvoir essayer d'améliorer un petit peu notre compréhension du process, de ce qu'on peut en attendre, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, quels résultats ça a pu donner, et puis en espérant aussi vous inspirer, nous inspirer également, et faire avancer le schmilblick, quoi, finalement. Alors peut-être qu'on l'a déjà dit, mais je reviens dessus parce que c'est important. Sur le sujet du design sprint, il y a forcément des gens, on va dire, qui arrivent à prendre la parole dessus avec peut-être plus de facilité que d'autres. Ce qui me donne vraiment envie et ce qui m'intéresse, c'est aussi d'arriver à écouter d'autres personnes qui le font peut-être moins naturellement, qui ont envie juste de faire le truc sans forcément en parler à tout le monde. C'est peut-être d'aller chercher ces gens-là pour qu'ils nous racontent ce qu'ils font, parce que on a toujours un peu le sommet de l'iceberg, mais je suis sûr qu'il se passe encore plein de choses en dessous, et j'ai envie d'aller écouter ces gens et d'apprendre d'eux. Ouais, du coup, ça amène quand même à la question principale. On était censé y répondre dès le début. On était censé se dire qu'est-ce que c'est finalement un design sprint. Et alors, Quentin, en bon consultant, je crois que tu nous as vraiment préparé une petite slide. Pas qu'une, trois slides. C'est génial. Attends, je suis consultant quand même. Eh ben écoute, alors, je te laisse dérouler la définition. L'originel, je sais plus comment on dit. Ouais, l'un des deux probablement. Non, sur mes 3 slides, en fait, on se disait que c'était important quand même de rappeler, et ça arrive au bout de 10 minutes après le début du lancement de ce podcast, mais mieux vaut tard que jamais, c'est la définition d'un design sprint finalement, qu'est-ce que c'est ? Et alors c'est probablement pas exhaustif finalement les définitions qu'on va vous proposer là, mais c'est 3 définitions, on va dire, qui sont émises par des autorités avec des petits guillemets
autour du mot autorité du design sprint. Alors il y a évidemment l'autorité que personne ne va contester, qui est Jack Knapp lui-même de Google Venture, qui lui va dire que le design sprint, dans son plus simple appareil, on va dire, alors c'est en anglais, donc je vais plutôt le traduire. Exercice pas simple. Ah non, je crois que je t'ai surpris d'où celle-là. Je t'avais pas anticipé. Mince, je vais devoir traduire une slide en anglais. Voilà, okay. Mais je vais essayer. Je vais essayer cet exercice pas simple que je fais rarement. Mais donc voilà, ce que dit Jack Knapp, c'est que le design sprint, c'est un process en 5 jours qui permet de résoudre des problèmes importants et de tester de nouvelles idées. Voilà, globalement. Très simple, efficace. Voilà. Et là, on reconnaît le talent de Jack Knapp pour marketer un petit peu la méthodologie. Jack Knapp qui, d'ailleurs, met quand même quelques pièges dans son livre, puisque très régulièrement, en sprint, quand on commence un petit peu au début, et qu'on fait confiance à Jack, et on a raison de le faire, parce que de toute façon, on arrive sur un résultat qui est, dans tous les cas, probant. Mais de temps en temps, on se dit, tiens, Jack, il m'avait pas dit ça. Surprise. Surprise. Mais bon, là, il aurait écrit... Je ne suis pas un Américain, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Ça aurait été une encyclopédie, quoi, s'il avait dû prévoir un petit peu tous les cas, mais peu importe. Donc voilà, ça c'est la première définition de Jack Knapp, qui a pour avantage d'être une définition plutôt accessible un petit peu à tout le monde. Et puis après, moi ce que j'ai coutume de faire, c'est de passer à la définition d'A.G. Smart, qui est un peu plus étoffée. A.G. Smart, il faut savoir qu'ils ont la particularité, alors ils sont arrivés dans le paysage, en tout cas ils ont été... pour resituer un petit peu le contexte, c'est une agence de design berlinoise. Le CEO s'appelle Jonathan Courtney, qui a eu l'idée lumineuse quand il a eu connaissance du petit bouquin Sprint, de réorienter toute l'activité de sa petite agence de design qui faisait de la prestation de design thinking un peu classique et traditionnelle et qui vivotait autour de cette activité-là, de recentrer complètement son business model autour du design sprint spécifiquement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait quelques sprints. L'histoire raconte que, et c'est lui qui la raconte, il la raconte très bien, qu'en fait ils ont lancé à Google, un de leurs objectifs c'était de se faire publier sur les sprint stories du site de Google une de leurs histoires, et c'est comme ça qu'ils seraient rentrés en contact avec Jack Knapp, et après voilà, l'histoire raconte le reste. Ils ont réussi à s'associer, ce qui leur a donné un tremplin énorme, et avec le talent de marketeur qu'ils ont, et avec aussi le talent tout court qu'ils ont, puisqu'ils ont hacké assez rapidement la méthode, pour en faire un process qui est passé de 5 jours à 4 jours version A.G. Smart. Et eux, ce qu'ils nous racontent, c'est que côté A.G. Smart, la définition qu'ils en donnent, c'est un design sprint, c'est un process en 4 jours qui permet de résoudre rapidement des grands challenges, de créer de nouveaux produits, ou d'améliorer des produits existants. Donc là, on a une petite nuance qu'on n'avait pas dans la définition de Jack Knapp. Et c'est effectivement des choses qui reviennent régulièrement quand on parle de cette méthodologie à des gens qui ont besoin d'innover ou d'améliorer des produits existants, c'est de savoir dans quel contexte finalement on peut déclencher avec pertinence ce type de méthodologie. Je pense que c'est un sujet qu'on va traiter énormément avec nos invités. Et il rajoute une petite phrase qui permet généralement de convaincre, où là on sent les gens qui travaillent en agence. Il dit voilà, ça compresse potentiellement des mois de travail en quelques jours. Avec l'avantage, donc, quand on est une agence, de pouvoir condenser les ateliers où la présence du client est nécessaire sur 2 jours, là où la méthode de Jack Knapp demandait plutôt 3 jours. Donc plus facile à vendre, plus facile d'impliquer les parties prenantes, et donc plus facile à vendre. Voilà, donc à A.G. Smart, en fait, ils se sont rendus très visibles sur ce type de méthodologie parce qu'ils ont partagé très vite, comme on le disait au début, ça fait partie des premiers acteurs à le faire, après Google, sur comment est-ce qu'ils ont hacké la méthodo, quels sont les petits hacks, sachant qu'ils restent très orthodoxes par rapport à la méthode originale, mais ils prennent pas mal de raccourcis qui se permettent de faire parce qu'ils travaillent beaucoup quand même en amont du sprint pour arriver à dérisquer un certain nombre de sujets. Et donc ils anticipent quand même pas mal de choses, donc il n'y a pas de magie. Et ce qui sera intéressant, parce que je pense que ces 2 définitions finalement elles se recoupent. A.G. Smart reste dans la veine, donc comme tu disais, de celle de Jack Knapp. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que je suis en train d'oublier ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave parce qu'on a plein de choses à dire. J'étais sûr que c'était hyper intéressant. Mais ça va te revenir probablement. Mais t'inquiète pas, il y aura plein d'occasions de dire. Bon bah tant pis, vas-y, saute. Je l'assume, celle-là je l'assume, on la laisse. On la laisse. Ah ok, on la coupera pas. Ouais. Ok, donc A.G. Smart en gros, voilà, c'est arrivé avec cette définition qui est un peu plus étoffée.
Et puis derrière, moi j'aime bien parler de la définition que j'ai trouvée sur le site de Google, Design Sprint. Alors je me rappelle plus l'URL exact, mais ça se retrouve assez facilement et on en reparlera probablement et promis la prochaine fois. On aura mieux préparé l'épisode et on vous donnera des références plus précises avec des URL plus précises, on vous le partagera. Ah si, roi du teasing, je me permets de revenir sur ce que j'avais oublié parce que je l'ai retrouvé. Je pense que le sujet entre 4 jours et 5 jours sur les design sprints, parce qu'il y en a qui font plutôt la 4, d'autres qui font plutôt la 5, sera intéressant d'aborder avec nos invités. Parce que les gens qui aiment la méthode 5 jours, vraiment, ils ont du mal à en décrocher. J'ai l'impression que des fois, ils sont assez attachés à la façon de faire et ils ont l'impression que la méthode 4 jours est trop rapide. Donc je pense qu'on pourra questionner nos invités sur ce point-là et savoir pourquoi on préfère telle ou telle méthode. Ouais, alors t'as raison, parce qu'en fait, faut savoir qu'avec Thibaut, on partage évidemment beaucoup. Si on décide de faire ce podcast, c'est parce que déjà naturellement, on n'arrête pas de parler de ça entre nous. Mais effectivement, il y a des débats sur les internets qui parlent beaucoup effectivement de quelle est la meilleure version. Est-ce que c'est la version 4 jours? Est-ce que c'est la version 5 jours? Est-ce que c'est la version... En fait, nous personnellement, on s'en fout un peu. A priori, tu me dis si je me trompe, si c'est pas ton cas ou quoi que ce soit, mais c'est toujours évidemment très dépendant du contexte. Il y a des contextes où la version 4 jours est, à mon sens, tout à fait éligible. Pour avoir testé les deux, on a pas beaucoup revenu sur finalement notre pratique du sprint, mais je pense finalement qu'on y viendra naturellement quand on en parlera avec nos invités. Mais on a testé les deux. On connaît assez bien la version 5 jours, on a testé la version 4 jours aussi, et on sait que les deux fonctionnent. Voilà, juste il faut être vigilant dans la façon de les déclencher, dans les contextes dans lesquels on peut les déclencher. Alors pour revenir sur cette fameuse troisième définition quand même, c'est la définition de Google, donc elle est un poil plus complète, et qui dit voilà, le design sprint est une méthodologie prouvée pour résoudre des problèmes à travers le design, le prototypage et le test d'idées avec des utilisateurs finaux, évidemment. Donc on est déjà un peu plus spécifique finalement dans ce qu'est le design sprint. Et il y a un deuxième paragraphe qui dit design sprint permet d'aligner rapidement des équipes à travers une vision partagée avec des objectifs définis de façon clairement et délivrables. Et ça, je pense que c'est hyper important. C'est souvent en fait un résultat du sprint qu'on nommait assez rapide. Enfin, quand on n'a pas fait de sprint, on ne se rend pas compte de la puissance effectivement d'un sprint que permet un sprint dans sa capacité effectivement à poser en fait la même photographie à l'ensemble de l'équipe et à aligner l'ensemble de l'équipe autour de cette photographie. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça évite effectivement les débats stériles, ça évite les conflits d'intérêts, ça évite les petites guéguerres un petit peu politiques. Alors, pas complètement évidemment, hein, c'est pas hyper magique, mais quand même, globalement, c'est quand même une super solution un peu naturelle, on va dire, à ces mots qu'on rencontre assez régulièrement chez nos clients, quoi, finalement. Et puis il y a un troisième paragraphe qui dit alors ultimately, je sais pas comment pour traduire en anglais, mais de façon ultime, c'est un outil qui permet de développer des hypothèses, de prototyper une idée, de les tester très rapidement avec un minimum d'investissement dans un environnement réel, aussi réel que possible. Ça, c'est pareil, c'est hyper important, c'est un minimum d'investissement. Effectivement, c'est un argument majeur, on en reviendra, parce que c'était un des sujets qu'on voulait évoquer là sur cet épisode d'introduction, mais parce que la puissance du sprint, c'est de vous dire, en un temps très très court finalement, très time-boxé, avec peu d'investissement, on va réussir à dérisquer un projet, à se faire une conviction très forte sur est-ce que telle hypothèse de produit ou de service a une chance en fait de gagner sur le marché, a une chance de rencontrer des utilisateurs et de répondre à des besoins qui sont suffisamment forts pour nécessiter une solution qui va permettre de soulager ces besoins. Donc voilà, c'est finalement un sprint en fonction des agences. Ça, on pourra en parler aussi avec nos clients, avec nos invités plutôt. Ça, combien ils vendent un sprint ou pas, si c'est pas trop un sujet trop délicat pour eux. Mais dans tous les cas, ça reste un investissement vraiment très très faible par rapport au cas où les gens vont investir dans un produit, ils vont passer dans une phase de développement qui peut durer beaucoup de temps, coûter beaucoup d'argent, coûter même émotionnellement, coûter émotionnellement aux équipes qui produisent parce que derrière il y a un investissement très fort, il y a un attachement très fort aussi à la solution qui est mise en place et plus on investit,
sur l'ensemble de ces éléments, plus on va avoir du mal si les retours du marché, la donnée utilisateur ou la donnée marché disent que finalement le produit ou le service n'est pas complètement adapté, on va avoir du mal à pivoter ou à changer complètement, à abandonner une idée qui n'est pas gagnante. Donc c'est très puissant à travers le sprint. Et puis dans un environnement aussi réel que possible, parce que le design sprint, à travers le prototypage, porte l'ambition de dire on va créer une sorte de fenêtre ouverte sur un réel possible de ce que pourrait être ce service, ce que pourrait être un produit donné. Et on va essayer c'est le fameux fake it, on va essayer de le rendre le plus tangible possible, le plus réaliste possible, pour que finalement on n'ait pas l'impression d'être face à un prototype en filaire, en noir, avec des nuances de gris, avec du vieux lorem ipsum, où finalement les tests utilisateurs donnent rien parce qu'on n'a pas d'immersion. Là, l'idée, ça va être de créer une expérience la plus parfaite possible sur un petit périmètre, le périmètre le plus critique finalement d'une solution ou d'un produit, et d'essayer de se faire des convictions sur le test de ce périmètre qui va être rendu le plus réaliste possible, comme son nom l'indique. Donc cette définition est aussi assez intéressante. Petit point que je note dans ces 3 définitions et qui à mon avis est un peu flou dans celle de Google, avec le minimum d'investissement possible, ça soulève le nombre de participants, le nombre de personnes que tu vas mettre sur ce sprint, et qui est une question qui revient qui est hyper importante, puisque de savoir quelle équipe on va composer pour adresser ce challenge et trouver la bonne idée, elle est hyper importante, et c'est peut-être ce qui représente le principal investissement des gens lorsqu'ils se lancent dans le sprint, c'est de savoir qui je vais mettre, combien de temps ça va prendre. Là, je trouve ça un peu flou, donc si on doit se risquer à résumer le truc, en gros, en 4 ou 5 jours, tu vas me dire sur le nombre de personnes si tu es d'accord, avec 8 personnes idéalement, c'est peut-être beaucoup, on arrive à tester une solution pour résoudre un problème qu'on a identifié. Moi, personnellement, je préfère 6 ou 7. 7 étant le grand max. Je trouve que pour moi, 7, c'est vraiment le nombre d'or. Après, je pense qu'il n'y a pas de règle. Je ne sais pas si on a de premier sprint dont on parlait. On va pas lâcher de règle, mais sur le premier, il y a quand même des gros risques. Sur le premier sprint qu'on avait fait, on avait probablement, je sais pas, la page devait être collée dans le bouquin de Jack Knapp, j'en sais rien, mais on n'avait pas vu l'endroit où il disait faites attention, et il n'y a pas d'équipe trop importante. On avait, quand je regarde les photos rétrospectivement, il y avait beaucoup trop de personnes dans la salle, et du coup, ça avait créé quand même. C'est pas de l'inertie, mais disons qu'on avait déployé beaucoup d'énergie quand même pour faire avancer ce sprint. Il s'était très bien passé au demeurant. C'est une des plus belles sprint stories, on va dire, que moi en tout cas j'ai pu mener sur les... parce qu'on l'a pas dit, mais moi j'ai mené à peu près... je dois être autour de 25 sprints, je pense, aujourd'hui. Version 5 jours et version 4 jours, tout confondu, suivant les contextes. Et cette première histoire finalement est une très belle histoire, tu vois. C'est vrai qu'elle était. C'est vrai qu'on la retient. Et on voulait parler d'autres choses autour de ça, je crois. On s'était noté. On s'était noté des petits sujets. Quand on parle du design sprint, un des points qui revient finalement, c'est qui revient, c'est le côté quelle différence avec le design thinking. Et je pense même que les terminologies qui sont utilisées mettent embrouillent un petit peu tout le monde, notamment les gens dont c'est pas le métier. Et du coup, le lien qu'il y a est avec le design thinking. Donc, un des gros points qui revient, c'est l'inertie qu'on peut avoir sur un projet. Moi, j'ai récemment transitionné en interne, on va dire, chez le client. Donc, je mesure à quel point le côté inertie de certaines méthodologies peut être important. Et un des gros points qui ressort quand on fait un sprint, c'est la sensation que ça va vite. Un des retours qui, moi, me marque le plus à chaque fois, c'est les gens, ils se regardent à la fin du sprint et disent « c'est pas possible, en se mettant ensemble comme ça 4 ou 5 jours, on a réussi à faire ça, j'étais pas habitué à ça ». Et une fois qu'ils y ont goûté, honnêtement, on sent qu'ils ont envie d'y revenir. Donc après, ça peut être challengé, on peut se poser la question de ce qui a été livré, la qualité versus un projet qui peut durer un petit peu plus longtemps. Alors, ce que je comprends pas bien, c'est pourquoi les gens vont venir challenger le design thinking une fois qu'ils ont fait un design sprint. Pour moi, le sprint est vraiment l'essence de ce que devrait être une méthodologie design thinking. Alors attends, quand tu dis challenger le design thinking, t'entends quoi exactement ? J'entends qu'une fois que les gens ont goûté au sprint, des fois ils peuvent avoir le sentiment que utiliser toute la méthode design thinking telle qu'on l'entend, alors il faudrait peut-être qu'on arrive à le définir à un moment aussi, utiliser tous les outils proposés par la méthode du design thinking, tel que c'est fait aujourd'hui actuellement sur le marché, j'ai l'impression que les gens ont la sensation que ça dure forcément longtemps. Qu'on va partir sur 2-3 mois de projet pour arriver à aller écouter les utilisateurs, on peut rentrer en empathie avec eux et arriver à imaginer des solutions qui leur correspondent.
Je pense que le design sprint ne vient pas en opposition avec ça. Ce que je vois moi, c'est qu'ils ont repris des exercices classiques du design thinking et qu'ils ont réussi à les structurer, à les condenser pour arriver à en faire une méthode qui te permet d'arriver assez vite à une solution. Mais est-ce que finalement ce débat il existe encore? Parce que tu as raison, il y a à un moment donné, on a vu ce débat-là arriver un petit peu au tout début, enfin pas au tout début, mais on va dire au moment où il y a eu une émergence très forte du design sprint. Quand justement Hygien Smart est arrivé sur la place, ils ont fait un peu de bruit, ils ont un peu fanfaronné sur le fait que voilà, maintenant ils avaient trouvé la recette miracle, c'était grâce à Jack Knapp, etc., que le design sprint ça valait rien, etc., etc. Bon, c'était probablement aussi une forme de stratégie un peu marketing pour se faire voir et faire parler d'eux. Et en même temps, il y avait un peu de vrai, c'est-à-dire que je me souviens de cette vidéo de Jack Knapp où il est dans sa chambre, je crois au Japon, un truc comme ça, il va intervenir sur un sprint, c'est une des premières vidéos je crois, d'Hygien Smart, et où il dit le design thinking est mort, bref, le design thinking ça marche pas, enfin, c'est plutôt ça, et le design thinking ça marche pas. Pourquoi? Pour les raisons que tu viens de donner, c'est des cycles trop longs, c'est trop d'investissement, et effectivement c'est des choses que nous on perçoit, enfin qu'on a vu en tant que consultant quand on travaillait ensemble dans la même agence, des clients qui nous disent, bon, qui ont eu peut-être des mauvaises expériences de design thinking par le passé, où finalement ils se disent, ouais, en fait vous mettez des paillettes dans les yeux, vous me dites qu'on va faire des produits révolutionnaires, qu'on va être dans la disruption, et finalement tout ce que j'obtiens à la fin, bah, c'est des espèces d'artefacts, de posters qui font très joli sur mes murs, avec des magnifiques user journées, des personas, des choses comme ça. Mais finalement, je sais pas très bien quoi en faire. Et je dépensais beaucoup d'argent dans un truc qui m'apparaissait très expert, mais je sais pas très bien comment les actionner concrètement. Parce que mon objectif final, c'était pas celui-là. Et effectivement, je pense que le design sprint, il l'expliquait très bien, arrive comme une solution pragmatique, opérationnelle, extrêmement puissante, qui permet de dire à des gens, bah, vous voyez, en fait, on a un minimum de temps, on vous dit pas c'est 6 mois, il n'y a pas de conditions dans tous les sens, mais c'est en 5 jours. Si vous réunissez ces quelques conditions très simples, vous allez avoir des résultats qui sont assez spectaculaires par rapport finalement au temps investi, au nombre de personnes investies autour de la table, parce que la méthodologie va faire qu'on va tellement bien réfléchir autour d'un sujet, on va tellement bien ménager les énergies et se concentrer vraiment sur ce qui est l'essentiel, que du coup on va réussir à obtenir des résultats qui vont dans tous les cas vous faire avancer. Et ce sujet-là, j'ai l'impression qu'il ressort un peu moins aujourd'hui. Mais je sais pas, je me trompe peut-être, non? Je sais pas, moi j'ai l'impression que les gens, pour l'instant, alors ça peut peut-être dépendre un peu des contextes, des cultures dans les différentes entreprises, j'ai l'impression qu'une fois que les gens, on leur a parlé du design sprint, ils ont un petit peu cette rupture qui vient se faire à eux, qui s'offre à eux sur le design thinking. Et moi, je pense que c'est une erreur. Et c'est vrai que ce que je garde en tête à chaque fois, c'est la vidéo d'IDEO. Je pense que c'est dans les années 80. C'est un documentaire qui passe où en gros on les challenge en leur disant de réaliser le nouveau caddie, d'imaginer ce que pourrait être le caddie parfait. Et vraiment quand on regarde la vidéo, qu'on a pratiqué le design sprint, en se disant que ça vient en rupture avec le design thinking, alors que IDEO vraiment porte le design thinking, mais en fait ils sont juste en train de dérouler la méthode parfaite. À la fin ils clivent un prototype de caddie qui est pour l'époque ultra innovant, et je pense même qu'aujourd'hui ce caddie-là n'a pas encore trouvé sa place sur le marché. Et donc je me dis qu'en fait c'est un peu dommage d'avoir cette différenciation qui peut se faire pour certaines personnes, alors qu'en fait pour moi le design thinking et le design sprint c'est presque la même chose. Alors pour rappeler quand même, IDEO c'est une agence américaine fondée par les frères Kelly, alors je sais plus à quelle époque exactement, je sais plus quand c'était il y a très très longtemps vraiment je crois. Je pense que c'est les années 80. Ouais, les années 80, on dit peut-être des âneries mais vous nous le direz. Et c'est effectivement au départ l'autorité autour du design, qui a permis de prendre en fait les bonnes pratiques du design industriel et puis finalement d'arriver à l'évangéliser dans l'ensemble des sphères concernées qui peuvent être concernées par le design, c'est à peu près toutes, hein, donc le design d'objets et puis par extension le design digital quand le web est arrivé. Et effectivement, il y a il y avait cette petite guerre entre est-ce que le design sprint va remplacer le design thinking ou est-ce que le design thinking n'est pas mort à cause du design sprint. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pas du tout quelque chose qui vient remplacer ou qui vient en opposition, qui vient en rupture. C'est au contraire une adaptation du design thinking très pragmatique sur des enjeux qui sont ceux de nos, des sociétés aujourd'hui qui ont besoin de trouver des moyens de survie finalement sur un marché hyper agressif où il y a un time to market de plus en plus violent finalement, de plus en plus exigeant on va dire.
Et voilà, donc on aura probablement l'occasion, et j'espère du coup d'approfondir cette question avec nos invités. Ça reviendra sûrement et ça va être hyper intéressant aussi de parler de ça. Ouais. Notamment le switch d'une méthode à l'autre, je pense. Ouais. Parce que moi, c'est vrai que je l'ai un peu senti. Le passage du design thinking tel que je l'entendais avant au design sprint. C'est vrai que tu as cette inertie, cette impression d'avancer super vite, qui est hyper agréable et qui produit des résultats. Donc après, je pense que je serai, pareil, on sera vigilant et écouter tout le monde là-dessus, quoi. C'est marrant, tu parles du passage du design thinking au design sprint, là où en fait, moi ce que je perçois quand j'en parle avec des gens qui sont dans le même cas que moi, c'est que le design sprint, au contraire, là où potentiellement, peut-être on arrivait très mal à le vendre finalement, les méthodologies de design thinking auprès de nos clients. En même temps, moi la sensation que j'avais, c'était qu'elles n'étaient vraiment pas adaptées à leur contexte. Et aujourd'hui, le fait de faire des design sprints et de rencontrer ce succès incroyable en fait, autour des design sprints, parce que plus on rencontre de succès, plus on a des sprint stories à raconter à des clients francophones. Moi, je me souviens notamment, petite parenthèse, mais d'une présentation de Steph Cruchon, qui est une autre autorité, on va dire, entre guillemets, francophone, qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup d'activités autour du design sprint, qui était là bien avant tout le monde, qui avait acheté le nom de domaine designsprint.com, je crois, hein, et j'espère que Steph aura l'occasion de nous le raconter et qu'il acceptera, si tu nous entends Steph, qu'il acceptera notre invitation à venir partager son expérience avec nous. Mais voilà, Steph, je me souviens d'une présentation qu'il avait fait au Laptop en 2018 sur un événement qui s'appelle Sprint In, Sprint Out, qui était organisé par le Laptop en partenariat avec Google, où il disait, voilà, en fait, au départ, on présentait à des clients francophones des références qui étaient des références américaines, qui étaient des références qui venaient de Google, qui disaient, on a essayé ça avec Red Bull, je sais plus les logos qu'il y avait sur toutes les slides, c'était Red Bull, Netflix, machin, etc. Et puis toi, quand tu es face à je me souviens, c'était une des références qu'il y avait dans ces slides, quand tu es face à Justin Bridou, comment tu vas dire à Justin Bridou bah en fait, le sprint, c'est hyper adapté dans ton contexte. Il va me dire, tu me cites que des mecs de la Silicon Valley, ou enfin voilà, des startups, c'était des licornes, etc. Et moi, comment tu veux que je vois ça adapté dans mon contexte. Et finalement, aujourd'hui, il y a plein de retours d'expérience qui ont montré que le virus s'est répandu et que même dans des contextes, dans des entreprises où l'air était peut-être un peu vicié, où ils avaient du mal à se réinventer, à trouver les moyens d'innover, etc., le design sprint est apparu comme une réponse opérationnelle hyper puissante parce que elle crée une espèce de cage de Faraday, un espèce d'espace spatio-temporel en dehors de leur process, de leur business as usual, etc., qui permet du coup cette accélération de l'innovation d'un seul coup. Et maintenant, comme on a des histoires comme ça à raconter, c'est beaucoup plus simple finalement de convaincre des gens de le faire. Et je sais plus où je voulais en venir, tu vois, moi aussi je perds mes mots. Mais voilà, bref. Ouais. Non mais je pense qu'en fait, à mon avis, on va en reparler beaucoup. Et c'est marrant parce que j'ai commencé en disant que pour moi, il n'y avait pas de vraie différence entre le design thinking et le design sprint. Et je me suis trahi juste après en disant que j'avais transitionné entre les deux méthodes. Donc je pense vraiment qu'il y a un sujet là-dessus et je pense qu'il faudra qu'on... Mais voilà, ça y est, je sais où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est par le design sprint finalement que maintenant, on arrive à revendre aussi, en tout cas à convaincre aussi nos clients de réadopter des méthodologies ou en tout cas un mindset ou une posture qui va plus emprunter à la philosophie, à l'orthodoxie du design thinking, on va dire, de départ. Oui, c'est vrai. Et ça typiquement, vendre de la user research, par exemple. Vendre de la recherche utilisateur, au départ, c'est hyper dur quand les gens te connaissent pas, quand ils connaissent pas ta valeur et qu'ils connaissent pas forcément très bien, ils sont pas très bien matures sur l'apport que peut avoir la recherche utilisateur. C'est hyper difficile de les convaincre en première instance. Par contre, une fois que tu as déjà fait un sprint avec eux et qu'ils ont compris potentiellement dans la phase d'idéation à quel point c'était important d'avoir une connaissance des utilisateurs qui était fondée, alors là, d'un seul coup, ils sont beaucoup plus à l'écoute, ils sont beaucoup plus sensibles, tu as ouvert des portes. Et du coup, le design sprint maintenant vient un peu comme un pied dans la porte finalement auprès de ces personnes-là et nous permet de redéployer des méthodologies de design qui sont beaucoup plus complètes. En fait, j'ai l'impression que c'est par le design sprint, on va dire, qu'on arrivera à amener les gens sur une culture du design thinking. C'est genre, je sens que l'outil est efficace, ils le testent, ils le voient. Et finalement, le switch de culture se fait plus facilement par le sprint qu'aujourd'hui par le design thinking quand on le vend d'entrée de jeu. Tu le dis tellement bien. J'espère. Oui, c'est intéressant d'en parler en fait. Mais carrément. Et d'ailleurs, le temps tourne et on aura l'occasion d'en parler, je pense, plein de fois. Donc on ne va pas s'étendre sur le sujet. On aura probablement l'occasion aussi de redonner nos perspectives. Peut-être que ce dont on peut parler maintenant aussi, c'est un peu de l'invité idéal finalement sur Gomet.
Ce Gomet, c'est quand même ce nom. On peut peut-être prendre 2 minutes pour revenir sur ce nom, sur l'origine de ce nom. Alors l'origine, clairement, elle est venue très vite. Tu as dit Gomet. J'ai dit d'accord. Parce que Gomet, c'est vraiment l'outil, finalement, c'est cet outil ultime. Et je pense qu'on reviendra dessus aussi. C'est la méthode qui alterne ces processus où on va créer des choses un peu de manière individuelle, en parler à plusieurs, et la prise de décision qui va se faire par cet objet, la gommette. Donc je pense que c'est un peu caractéristique du sprint. Tout le monde voit de quoi on parle quand on parle d'une gommette. Et tout le monde sait l'importance que ça a. Je pense que quand on a fait un sprint, on sait que les gens vont négocier de la gommette à un moment ou à un autre, qu'ils vont être frustrés parce qu'on leur donne pas assez de gommettes. Et ça devient vraiment cette monnaie d'échange pour tout le sprint. Après, j'avoue, quand je te l'avais proposé, très honnêtement, je ne m'étais pas forcément dit que c'était le nom qu'on allait garder. Après, finalement, quand j'ai vu ton enthousiasme, j'ai revu ma proposition sous un autre angle et je me suis dit, finalement, c'est vrai qu'un nom bien franchouillard comme il faut sur ce podcast qui finalement est destiné à donner la parole finalement à des gens qui sont francophones, c'est peut-être adapté. Voilà. Et puis le nom aussi qui permet de dédramatiser un petit peu ce qu'on va se dire aussi dans ce podcast, puisque le ton qu'on souhaite employer dans ce podcast, c'est plutôt un ton décontracté. Pour donner un peu d'éléments de contexte, vous n'êtes pas autour de nous, évidemment, puisque c'est un podcast, donc par définition, il n'y a pas de visuel. Mais il faut quand même savoir que là, on est installé dans une chambre d'hôtel à Paris, parce que moi, je travaille à Bordeaux, finalement. Et toi, Thibaut, tu es à Paris, tu vis et tu travailles à Paris. Moi, je travaille à Bordeaux depuis peu. Et du coup, on a profité d'une occasion de ma venue à Paris pour réaliser ce premier épisode. Et là, on est dans la toute petite chambre d'hôtel parce que t'as plus d'appart finalement à Paris. On va pas rentrer dans ta vie privée, mais t'as plus d'appart à Paris. Et du coup, on se retrouve dans cette petite chambre d'hôtel. On a déballé le matériel qu'on vient tout juste d'acheter. On était un peu comme des fous, vous avouez. On a deux, trois petits post-it de l'hôtel Gaston pour pas lui faire de pub, qui sont posés sur la table, parce qu'on a préparé ce podcast un peu comme ça venait. Et voilà, avec nos petites bières du coréen, puisqu'on a mangé un petit bibimbap juste avant de venir. Mais bon, bref, ça pose un peu le ton et un peu le contexte. Voilà, on a du matériel un peu léger. L'ambition, c'est de se dire qu'on va tourner les podcasts là où on peut. Par contre, les règles qu'on s'est données, c'est de se dire on tourne les podcasts, on enregistre plutôt les podcasts en présentiel. L'idée, c'est d'essayer au maximum, peut-être qu'on dérogera à la règle à un moment donné, mais d'essayer au maximum d'être ensemble pour justement avoir cette proximité et puis cette détente finalement dans la façon de mener les entretiens. Dans l'échange, ouais. Et dans l'échange plutôt. Alors ça amène à l'invité parfait. Avec qui est-ce qu'on va avoir de la proximité ? Dis-nous, fais-moi un portrait robot de l'invité parfait. Alors, le portrait robot de l'invité parfait, il nous raconte des histoires qu'on va retenir, des histoires un peu marquantes. Franchement, ce qui m'intéresse le plus, c'est les histoires où ça se passe pas comme on l'attend, où il y a de la surprise, et je trouve que c'est ça aussi qui marque et qui, à mon avis, rend un peu accro à la méthode du sprint. C'est qu'à tous les coups, il va y avoir un truc qui va pas se passer exactement comme on veut ou comme on l'attendait, quelqu'un qui va faire quelque chose d'original. Donc c'est des histoires comme ça qu'on a envie d'attendre. L'invité parfait, j'imagine qu'il se pose des questions, qu'il nous les partage, qu'il se bride pas, qu'il a une posture assez ouverte, on va dire, qu'il va pas hésiter à nous parler de ses doutes, à nous parler des choses que lui il a l'impression de faire mal. Je pense que la contrepartie, ce sera que nous aussi on fasse cet exercice, et puis qu'on découvre un peu sa façon de faire, qu'il nous partage un max. T'as raison de le préciser, je pense. Moi, je suis hyper aligné avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'un truc qui est hyper important à retenir, c'est que, on l'a dit au tout début de l'enregistrement de cet épisode, il me semble, mais c'est que aujourd'hui, la réflexion sur le design sprint, elle est juste naissante. Nous, on a le nez dedans tout le temps, on est passionné par le sujet. On fait pas que ça, on fait aussi du design de façon un peu plus orthodoxe, mais par contre, on est convaincu qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire autour du design sprint. Et on est convaincu que c'est en mouvement. Et ce qu'on trouve fascinant finalement, en tout cas moi, et on en parle tout le temps, c'est dans ce contexte, on en parlait tout au début aussi, c'est la capacité de la communauté autour du design sprint à échanger de façon très ouverte autour de ça. On voit des gens, on parlait de Robert Scrobe au début, mais lui c'est une personne incroyable qu'on vous invite à suivre sur LinkedIn, qui dès qu'il se pose une question, dès qu'il a une idée sur une façon de faire évoluer la méthodologie ou quoi que ce soit, il va poster un article, un post sur LinkedIn tout de suite.
Et il va poser des questions, quoi. Il va dire, voilà, tiens, je me dis, il y a peut-être un accostage à faire entre telle et telle méthodologie, comment est-ce qu'on pourrait faire tiens, je vous invite à faire une petite, un petit galop d'essai sur tel outil et de tester le practical design, je ne sais plus de quoi il parlait. Service. Practical service design, voilà la dernière fois. Je suis sûr d'être tombé sur le bon mot. Que je connaissais, ouais, c'est ça. Que je connaissais pas du tout. Voilà, mais bon, des gens voilà, qui sont très actifs, qui sont ouvertes dans le partage, etc. Et ça crée une énergie absolument incroyable. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que le but du jeu, c'est pas forcément d'avoir des experts qui vont nous donner une vérité absolue. Je pense qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des convictions, qui ont fait des expérimentations, qui ont eu la chance et l'opportunité de pouvoir avoir des contextes favorables pour ça, et qui peuvent venir partager autour de ça. Il y a des gens aussi qui peuvent avoir des questions, et on sait, voilà, dans une démarche de design, à quel point c'est important, finalement, au tout début de n'importe quelle démarche, de poser les bonnes questions. Donc finalement, rien que le fait de se poser la bonne question, c'est déjà une grosse avancée. Donc j'espère qu'on arrivera aussi à le faire. Voilà. Bah ouais. Et donc ce qu'on n'a pas dit, c'est que du coup c'est un appel. C'est un appel. C'est un appel, tout simplement. C'est un C'est-à-dire appel. qu'on a identifié un certain nombre de gens qu'on aimerait inviter, et on espère qu'ils nous diront oui. Mais aussi, vous, sentez-vous libre, si vous écoutez ce podcast et que vous pensez à quelqu'un, où vous vous dites, bah, lui, je l'ai entendu parler dans une conférence où j'ai vu un article de cette personne, j'aurais bien aimé l'entendre un petit peu plus développer sa pensée, ou j'ai un très bon copain, je sais, qui fait plein de sprints d'une façon ou d'une autre, ou qui a une vision sur le sprint qui est assez singulière, mais qui prend pas beaucoup la parole parce que c'est pas son truc d'être sur les réseaux sociaux, c'est pas son truc de se rendre très visible, mais qui serait OK et open pour une discussion un peu ouverte, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, les moyens de rentrer en contact avec nous, finalement, c'est assez simple. Il y a LinkedIn de façon un peu traditionnelle, donc on n'a même pas donné nos noms, mais je pense que vous l'avez dans la description du podcast. Et puis, on va lancer là un petit compte Instagram. Et vous pourrez nous trouver sous le nom de Gomet, donc G-O-2-M-E-2-T-E, underscore, le podcast. Underscore, choix osé. Choix osé de l'underscore. J'avoue que j'ai fait ça assez rapido. Et voilà, mais au moins il a le mérite d'exister. Et voilà, on va donner, on va essayer d'alimenter un petit peu ce compte Instagram. Et puis l'idée, c'est d'être un petit peu en contact avec vous. Donc n'hésitez pas. Voilà. C'est le moment où il y a un jingle qui se lance pour annoncer la fin. Ouais, malheureusement, ce jingle est encore en création. Disons qu'on n'a pas d'idée, quoi. Ok. Simplement. Voilà, mais il fallait se lancer, donc il n'y a pas de jingle pour l'instant, et puis on essaiera d'en faire un si ça prend. Merci. Bah merci à toi, Thibaut. Merci à toi. Et puis à très vite. Bonne soirée. Salut à tous. Ciao.